Alors, je vous souhaite la bienvenue. Bonsoir et bienvenue à tous et toutes à cette soirée qu'organise le secteur Vivre Ensemble du Sans-Justice et Foi, qui est le fruit d'une collaboration avec le Centrafrica. Monsieur Béjean ici est là pour nous dire un mot tout à l'heure. On se rappelle que vous venez de fêter votre 150, les Pères Blancs viennent de fêter leur 150e, et aussi c'est un partenariat avec le mois de l'histoire des Noirs. Donc avant de continuer et vous dire comment la soirée va se dérouler, je vais laisser d'abord la parole à Monsieur Béjean. Je peux garder le micro. Alors, bonjour à vous tous et merci beaucoup de vous être déplacés pour venir à cette belle soirée. Vous êtes donc dans le Centrafrica des missionnaires d'Afrique, communément appelé les Pères Blancs. C'est un centre qui existe depuis maintenant 30 ans et nous travaillons principalement à l'intégration du monde africain dans la réalité québécoise, et plus particulièrement montréalaise. Et on travaille sur deux fronts. Celui de travailler avec les Québécois pour les sensibiliser aux réalités du monde africain et donc à s'intégrer à la réalité des migrants qui viennent d'ailleurs, mais aussi avec ces nouveaux arrivants, mais aussi tous les Africains qui ont des projets, des initiatives, qui portent en eux des aspirations. Donc, c'est la place pour venir jaser avec nos travailleurs sociaux, les gens qui sont impliqués et les missionnaires qui y travaillent. J'aimerais juste apporter une petite précision sur le 150e anniversaire. C'est une année jubilaire qui va durer jusqu'au 8 décembre 2019, donc cette année. Et ce sont les Sœurs Blanches et les Pères Blancs. Donc, c'est la fraternité des missionnaires d'Afrique au pluriel qui célèbre cette année. Donc, c'est une petite précision. Et le 30 avril, Monseigneur Christian Lépine, archevêque de Montréal, présidera une célébration à la basilique cathédrale Marie-Reine du Monde. Donc, c'est le mardi 30 avril. Ça sera annoncé d'ailleurs sur nos plateformes à partir de la semaine prochaine. Un petit mot, Elodia, que je prends pour... tu parlais que ça s'inscrit dans le mois de l'histoire des Noirs, cette activité. Il y a une histoire à cette histoire des Noirs, ici au Centrafrica. Il y a de ça une vingtaine d'années, nous avions eu la chance et le bonheur de rencontrer un monsieur qui, dans le fond, a changé le cours de l'histoire pour nous, parce qu'il nous a fait découvrir un pan de l'histoire des Noirs qu'on ne connaissait pas. Tous ces Africains, tous ces Noirs, ces Afro-Canadiens, qui sont venus il y a très longtemps. Le premier Africain qui est venu en terre d'Amérique est arrivé en 1602. Ça fait presque... quoi? Mathieu d'Acosta. Mathieu d'Acosta. Et c'est un interprète avec Champlain, qui était un affranchi. Et M. Paul F. Brown, c'est un monsieur qui avait déterré beaucoup d'histoires comme ça et qui nous a ouvert à cette nouvelle réalité. Malheureusement, il nous a quittés il y a une semaine exactement. Il a choisi son mois. Il est mort durant le mois de l'histoire des Noirs. Et c'est pour nous une grande tristesse de l'avoir perdu. Ces funérailles ont eu lieu samedi dernier. Puis dans le fond, on voulait simplement le mentionner pour vous dire que nous marchons dans les traces de ceux qui nous précèdent. Alors maintenant, Paul est avec nous d'une autre façon. Et je l'en remercie, puis je lui rends grâce parce qu'il a rendu possible ce que nous sommes ici aujourd'hui en train de vivre, c'est-à-dire une activité dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs. Alors, une excellente soirée à vous, et puis je vous souhaite du bon temps. Merci. Merci, Monsieur Béjean. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, mon nom est Élodie Ekobena. Je suis chargée de projet au secteur Vivre Ensemble du Sans-Justice et Foi, qui est un centre d'analyse sociale qui existe depuis 1983 et au sein duquel le secteur Vivre Ensemble développe une expertise sur les questions touchant le phénomène migratoire, autant ici au Québec, au Canada qu'à l'international. Et nos interventions portent spécifiquement sur les enjeux de pluralisme, de migration internationale, de protection des réfugiés et de théologie des migrations. Nos différentes activités visent à assurer une réflexion collective autour des diverses thématiques en ayant un parti pris pour la justice sociale et l'égalité citoyenne. Des activités que je vais vous annoncer tantôt. Donc, c'est aussi dans cette lignée que nous vous proposons l'activité de ce soir, la rencontre avec le sociologue M. Assorba, dont nous aurons l'occasion d'écouter la réflexion sur les différents visages qu'a pris l'appartenance plurielle à partir de sa trajectoire migratoire.
Celle-ci qui s'inscrit dans le contexte des années 70. Les années 70 en Afrique, c'est l'effervescence, c'est les promesses d'un nouveau monde. Sa trajectoire qui commence à cette époque-là par rapport, par exemple, à la mienne, qui commence dans les années 2000 et qui est aussi tout à fait complètement différente avec d'autres enjeux. Donc, on aura le loisir de l'écouter et on lui posera aussi une question que pourquoi il a choisi le Québec? Pourquoi pas la France à cette époque-là? Quand on sait que la France a été un pays colonisateur, du Togo, entre autres, et du Cameroun, mon pays d'origine aussi. Donc, cette activité, comme M. Bégin l'a annoncé, s'inscrit dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs, qui a sa 28e édition, mais qui a été reconnue à l'Assemblée nationale ici au Québec qu'en 2006. Et aussi cette année, la particularité est de mettre à l'honneur les voix des femmes. Vous avez vu les dépliants. Et il y a aussi des calendriers sur la table qu'on vous invitera à vous servir, à porter et à diffuser le plus largement possible parce que nous, on ne ramène rien. Donc, ces voix de femmes noires qui ont contribué et qui contribuent encore aux luttes émancipatrices, notamment par leur acharnement au travail, par leur résilience et aussi par leur, je dirais, leur ambition de dépasser le plafond de verre. Sans oublier également leur militantisme, évidemment. Et on se rappelle aussi que c'est aussi les 50 ans de la mobilisation antiraciste à l'Université de Concordia. En 1969, des étudiants antillais avaient dénoncé le racisme latent qui prévalait à l'université et qui s'était cristallisé autour d'une révolte qui dénonçait le racisme d'un prof. Et par la suite, il y a aussi eu des mobilisations contre l'université même, l'administration qui tardait à donner une réponse juste et équitable à leurs revendications. Et donc, 50 ans plus tard maintenant, où en sommes-nous? Évidemment, sans minimiser les efforts, les luttes, les avancées réalisées, l'on ne peut s'empêcher de penser qu'il y a encore des questions et des problématiques qui demeurent. Donc, le profilage racial, évidemment, des enjeux de pauvreté et de violence dans certains quartiers ici à Montréal, Montréal-Nord, Saint-Michel, la Petite-Bourgogne. Et dans ces quartiers vivent évidemment de nombreuses communautés noires avec des trajectoires différentes, totalement différentes. Donc, d'autre part aussi, on ne peut s'empêcher de saluer les actions portées par les diverses organisations et les personnes. Vous vous rappelez notamment cet été qu'il y a eu toute une pétition qui a été signée par plus de 2000 personnes qui a mis en lumière justement les cas de racisme dans les instances montréalaises. Et cela a mené à la création justement d'une commission municipale sur le racisme systémique. Donc, voilà pour ce qui est de ça. Monsieur Assogba maintenant, comme vous avez vu sur la publicité que certains d'entre vous ont vu passer, il sera question de ce soir de trajectoire migratoire, d'appartenance plurielle, quelques thèmes que vous soulevez dans votre plus récent livre autobiographique qui est à la table à côté d'Elisabeth, alors des collines d'Atapamé aux collines de la Gatineau. Et donc dans ce livre-là, nous aurons l'occasion évidemment de vous écouter pour nous faire part comment en fait votre parcours migratoire s'est décliné de votre vie au Togo à celle de votre pays d'adoption, ici au Québec, notamment à Gatineau, et des divers enjeux et défis que vous avez eu à faire face. Donc, pour celles qui ne connaissent pas, M. Assogba, il est né à Tapamé, au Togo. Il est professeur émérite du département de sociologie de l'Université du Québec en Outaouais. Hormis dans quelques pays africains où il a effectué plusieurs missions de recherche, notamment au Togo, en République démocratique du Congo, au Sénégal et en France, le Québec est aussi son milieu de recherche dans divers domaines, dont les inégalités de chance en éducation, la question des jeunes, de l'insertion professionnelle, l'innovation sociale et le développement des communautés locales. Et M. Assogba a publié de nombreux livres, participé à de nombreux ouvrages collectifs, écrit de nombreux articles et donné des conférences et des formations. Et donc, avant de vous passer la parole, M. Assogba, je tenais aussi à vous signaler que
Au Centre Justice et Foi, on filme souvent nos activités publiques. Bon, là, la caméra est là, mais Gilles, tantôt, va se promener pour prendre des photos. Donc, si, par exemple, vous n'êtes pas à l'aise à ce que votre photo figure, juste le lui dire et puis vous ne paraîtrez pas. Voilà. Et aussi sur la table, Elisabeth signalait tantôt qu'il y avait une tuque qui était oubliée. Donc, vous pourrez passer à la pause de la chercher. Donc, Monsieur Assogba, vous avez 30 minutes. Et à la fin de ces 30 minutes, il y aura 5 minutes accordées à votre épouse André, qui nous dira un mot sur la Fondation Lani à l'honneur de l'un de vos fils qui s'est enlevé la vie. Donc voilà, la parole. Okay. Oui, est-ce que ça va? Vous m'entendez? Oui. Oui? Bon, ça va? Bon, alors, je vous souhaite la bienvenue pour cette conférence dédicace. D'abord, je tiens à remercier le Centre Justice et Foi, en particulier son programme de Vivre Ensemble, parce que quand mon autobiographie est sortie, j'en ai fait part à la directrice et qui a transmis le dossier à Elodie Ekobena, qui m'a... pardon? Oui, bon, c'est ça, bon, c'est vous, qui m'a contacté pour me demander si je pourrais venir au mois de février, et ça date depuis l'automne. Et je peux vous assurer que c'est avec professionnalisme que j'ai travaillé avec Madame Ekobena. Il m'informait régulièrement et comment on va faire. Et le grand jour est arrivé aujourd'hui. Je remercie aussi le Centre Africa par le père Arsenault et Bréjean de m'accueillir une deuxième fois. L'année passée, j'étais venu au mois de décembre et je remercie l'accueil chaleureux qu'on nous réserve. Bon, alors, ma conférence va se diviser en plusieurs parties. Une introduction, après mes origines, mon départ du Togo, Haïti, l'étudiant, le professeur, quelles sont les épreuves que j'ai vécues, etc. Alors, mon exposé s'inspire largement de mon autobiographie que j'ai intitulée « Des collines d'Atakpamé aux collines de la Gatineau ». Atakpamé étant ma ville natale au Togo, et elle est entourée de 7 collines. Et à Gatineau, je suis entouré de plusieurs collines qui sont enneigées l'hiver et fleuries le printemps. Alors, l'être humain est un homo migratus, c'est-à-dire que de tous les temps, les hommes et les femmes ont migré. Le 21e siècle est marqué, n'est-ce pas, par une migration massive des populations du sud vers le nord. Autrement dit, des populations qui ont une culture autre. Or, le vivre ensemble n'est possible que lorsqu'il y a un noyau fondateur de valeurs communes aux gens qui sont dans une société pluriculturelle. L'immigrant, dès lors, fait face à un grand défi qui constitue à des négociations entre ses valeurs d'origine et les valeurs de la société qui l'accueille. Ce processus
est progressif. Comment s'est déroulée ma migration, mon immigration ici et le processus de mon insertion et de mon intégration à la société québécoise. En d'autres termes, comment j'ai concilié mon africanité avec les valeurs du Québec. Voilà les deux questions auxquelles je vais répondre. Je signale au passage que c'est sur l'incitation d'une de mes collègues, Lucie Fréchette, que j'ai écrit mon autobiographie. Et en écrivant mon autobiographie, j'ai découvert que c'est à la fois l'histoire du Togo, l'histoire de l'Afrique et l'histoire du Québec et du Canada des 50 dernières années que j'ai décrivées. Et j'appartiens au peuple Ifè qui sont venus de l'Égypte antique pour venir s'installer au Nigeria. Du Nigeria, ils sont allés au Bénin et après au Togo. Les Ifè sont des peuples très croyants, très religieux. Et la grande divinité, leur panthéon comprend 8 divinités. La divinité qui prédomine sur les autres, c'est ce qu'on appelle l'Ifa, ou l'oracle qui prédit, n'est-ce pas, le destin d'un enfant. Et mon grand-père, le prêtre de la divinité Ifa, s'appelle Balao. Mon grand-père est un Balao qui a été initié au dernier degré de l'Ifa. Alors, quand il a consulté Ifa, Ifa lui a dit que Yao doit aller à l'école du Blanc pour devenir enseignant. Dès lors, mon destin est tracé. Comment? Quelles sont les difficultés que j'ai rencontrées? Comment ces difficultés-là se sont levées pour que j'arrive à m'insérer et à devenir professeur? La relecture de ma trajectoire me fait penser à l'histoire de Candide de Voltaire. En effet, à la fin de son périple jalonné de péripéties, Candide s'est rendu compte que tous les événements se sont enchaînés de manière à ce qu'il soit dans le meilleur des mondes possibles. Et il a compris qu'il vaut mieux cultiver notre jardin. Alors, quelles sont les péripéties que moi j'ai rencontrées? D'abord, au Togo, en partant, à la fin de l'école primaire, on fait un examen national et pour entrer au secondaire. J'ai été admis, mais mon dossier a été caché parce qu'il y a des rivalités entre les gens du littoral et les gens du centre et du nord. Quand j'ai fait mon lycée et j'ai eu mon bac, j'avais eu une bourse de l'ACDI pour venir au Canada. Là encore, on a caché mon dossier. Il a fallu que les gens interviennent avant qu'on ne m'accorde la bourse pour venir au Canada. Et j'étais venu pour faire l'agriculture. Mais j'ai connu un échec la première année parce que je n'arrivais pas à réussir dans les travaux pratiques, dans les laboratoires que j'ai jamais fait quand j'étais au lycée au Togo. Alors, on a coupé ma bourse. Ensuite, j'ai été
changé d'orientation pour aller en sociologie. Tout à l'heure, je vais vous parler encore des obstacles que j'ai rencontrés et qui se sont levés durant mon insertion, bien durant ma trajectoire. Et en revisitant ma trajectoire, je me suis rendu compte que il y avait toujours des personnes, des choses, des circonstances qui ont fait que les obstacles se sont levés afin que je continue mon chemin. Alors, je suis arrivé au Canada en 70, au mois de septembre. Et mon processus d'intégration a commencé au niveau micro-social. J'étais à Brebeuf et à Noël, j'ai une étudiante avec qui j'ai travaillé, qui était au collège Brebeuf aussi, qui m'a invité à aller passer Noël chez eux. Et c'est la famille André Laurando, que plusieurs connaissent ici. Je n'ai pas connu André Laurando même, parce qu'il était mort en 68, en faisant le rapport Laurando-Danton sur le bilinguisme et le biculturalisme. Alors, cette famille-là m'a accueilli, très curieux. Elle me posait des questions, les membres me posaient des questions sur ma culture. Ils m'enseignaient aussi c'est quoi le Québec, etc. Et j'estime, je crois que mon processus d'intégration a commencé par le rapport que j'ai eu avec cette famille. En effet, quand ma bourse a été coupée, pendant que j'ai quitté l'agriculture pour aller en sociologie, c'est la famille Laurando qui m'a payé la première année de mes études en socio, jusqu'à ce que ma bourse soit rétablie. C'est avec les Laurando que j'ai appris le système politique au Québec et au Canada, le fédéral, le provincial et le municipal. C'est avec les Laurando aussi que j'ai appris à lire Le Devoir. C'est avec les Laurando également que j'ai été initié aux chansonniers québécois, ce que j'appelle les classiques, Vigneault et Félix Leclerc. C'est avec les Laurando également que j'ai été initié aux humoristes québécois, en particulier Yvon Deschamps, et qui ne peut plus faire des farces qu'il faisait avant. C'est avec eux que j'ai connu les cyniques, que j'ai connu également Sol. C'est avec les Laurando que j'ai participé pour la première fois à la cabane à sucre, où j'ai eu le loisir de manger les crises d'oreilles, les oreilles du Christ, pardon, je m'excuse. Bon, est bonne. Bon, et c'est avec les Laurando également que j'ai appris à manger les blé d'Inde en le roulant dans un bol de beurre. Bon, ensuite, mon intégration va continuer encore par l'accueil dans une autre famille. Et cette fois-ci, c'est la famille Dollard Tremblay, et je vais vous parler plus tard de cette famille-là, qui m'ont accueilli au lac Saint-Jean. Et au lac Saint-Jean, regardez, j'ai quitté une famille bourgeoise, élitiste, intellectuelle, pour aller atterrir au lac Saint-Jean, où j'ai retrouvé des valeurs de similitude entre l'Afrique et le Québec. Des gens accueillants, ben d'adon, etc. Et pour la première fois, j'ai prononcé
En 1974, enfin, je me sens chez moi. Et cet accueil s'est terminé, heureusement ou malheureusement, par un mariage qui dure depuis 40 ans. C'est André Tremblay qui est là. Et ce mariage était la fête au village. Imaginez-vous, dans les années 70, un noir d'Afrique qui épouse la première fille d'une famille d'André Tremblay. Et c'est pas du tout gay, mais c'était la fête au village. Le makossa côtoyait la gigue, la tourtière côtoyait le riz. C'est là aussi que j'ai appris que le dessert qu'on a mangé, le dessert qui est fait par comment on appelle ça là, la tarte au bleuet, on était combien de personnes? Et j'ai appris que c'est avec un seul bleuet qu'on a nourri les gens les 300 personnes qui étaient à notre mariage. Bon, et lorsque je vois le déroulement de ma trajectoire, je me suis rendu compte qu'il y avait toujours des gens que je rencontrais et qui m'accueillaient et qui m'ont initié, qui ont favorisé mon intégration. Maintenant, pour dire encore les difficultés que j'ai rencontrées, et là encore, c'est l'appui des gens, l'appui de mon réseau qui m'a permis de passer à travers. En effet, en 1993, j'étais à l'université, j'ai commencé ma carrière. Après avoir enseigné 4 cours, j'avais enseigné 4 cours, fait des recherches, publié des articles, allé au colloque, je suis tombé au fond du baril et on a détecté, on m'a diagnostiqué la bipolarité. En 1993. Grâce à ma famille, à mon épouse, à mes enfants, et au fait aussi que j'ai reconnu cette maladie, et grâce à des médecins que j'ai eus, j'ai pu faire ma carrière jusqu'à prendre ma retraite en 2013, et avoir eu le prix, le titre honorifique de professeur émérite. Ça, pour vous montrer que, avec la bipolarité, on peut fonctionner dans la société à condition que notre milieu familial nous le permette, à condition aussi que l'on reconnaisse la maladie. Figurez-vous, je suis immigrant et on m'a diagnostiqué ça. Et les médecins que j'ai eus, ils rentraient dans la culture africaine. Ils me demandaient comment on représente la santé mentale chez nous. Donc, ils se basaient sur ça avant de me prescrire des médicaments. Voilà encore une autre épreuve que j'ai vécue et je m'en suis sorti encore une fois parce que j'ai rencontré des gens sur mon chemin et qui m'ont permis d'avancer. Maintenant, comme étudiant, j'ai fait la sociologie à l'université Laval. Et j'ai eu des professeurs, d'éminents professeurs, en la personne de Fernand Dumont, qui est décédé maintenant, Guy Rocher, on vient de publier le tome 1 de sa biographie. Mais durant ma formation à l'université, je faisais mes travaux à la fois sur l'Afrique, à la fois sur le Québec. C'est par autodidacte que j'ai appris les pères de la négritude,
Aimé Césaire, Léon Damas, Léopold Sédar Senghor. C'est par autodidacte, en faisant mes travaux, que j'ai rencontré Cheikh Anta Diop, le savant égyptologue sénégalais, qui a restauré la place du noir dans la civilisation universelle. Depuis ce temps, je suis fier d'être africain. Et je suis fier aussi en reconnaissant que l'Afrique a apporté quelque chose à l'humanité. Comme dirait un anthropologue, nous sommes tous des Africains, dans la mesure où le premier homme est né en Afrique. Dans mes travaux, je faisais du travail sur le Québec, la Nouvelle-France, la Laurentie. Je faisais également des travaux sur la famille québécoise. Je comparais la Haute-Ville à la Basse-Ville. Vous savez qu'à Québec, il y a la Haute-Ville, c'est Sainte-Foy, c'est Léry. Ça, c'est les en haut, des en haut. Et puis les en bas, des en bas, c'est Limoilou, etc. Toutes ces connaissances, à la fois africaines et québécoises, ont renforcé mon africanitude, mais m'ont permis aussi d'assimiler ce que j'appelle la québécitude, c'est-à-dire l'ensemble des valeurs du Québec. Voilà pour mon intégration comme étudiant. Maintenant, le processus de mon intégration comme professeur, ça a été long, très long. Mon premier emploi, quand on a déménagé à Gatineau, c'était un emploi du projet PIL, projet d'initiative locale, qui avait été mis sur pied par Trudeau pour résorber le chômage qui était très élevé dans les années 80. Alors, j'ai eu cet emploi pour étudier l'opportunité de créer un nouveau cégep en Outaouais. Parce que l'Outaouais est la seule région du Québec à avoir un seul cégep pour le même nombre de population. Et pour cet emploi, avec mon doctorat, je gagnais 250 $ tous les 15 jours. Et à la fin de l'entrevue, pour avoir le travail, le maire de Gatineau, l'ancien maire, il m'a demandé qu'est-ce qu'un docteur en sociologie pourquoi un docteur en sociologie va accepter de gagner 250 $ par tous les 15 jours. Je dis que le sociologue, le docteur, tout ce qui l'intéresse, c'est de travailler. Mon deuxième emploi, c'était consultant pour l'ACDI. Je suis allé au Cameroun, puis au Mali. Et mon troisième emploi, c'est à l'OPDQ, l'Office de développement et de planification du Québec, qui n'existe plus, où j'ai fait les études de faisabilité qui ont donné à la création du Carrefour Jeunesse-Emploi, qui est partout maintenant dans tout le Québec. On en compte 110. Enfin, en 86, pendant qu'on n'engageait aucun professeur, parce que le gouvernement avait supprimé, avait bloqué l'engagement, l'IFA, comme je le dis toujours, a fait qu'en 86, on engage un sociologue à enseigner en travail social. Le travail social est une discipline corporatiste. Qu'est-ce qu'un sociologue va manger chez les travailleurs sociaux? J'ai été engagé et j'ai fait ma carrière, mais depuis que j'ai quitté, en 2013, on n'engage plus comment je vais appeler ça là, les sociologues, en tout cas en ce qui concerne l'UCO, en travail social. Et dans mon enseignement, je faisais tout le temps la comparaison entre l'Afrique et le Québec. Imaginez-vous
que je donnais des monologues d'Yvon Deschamps, je donnais les monologues d'Yvon Deschamps aux gens, aux étudiants à lire. Donc, je fais tout le temps la comparaison, l'Afrique, le Québec, et les étudiants sont surpris de voir que j'arrive à enseigner le Québec aux Québécois. Maintenant, en termes de recherche, je faisais mes recherches sur l'Afrique et le Québec. Ma carrière a été couronnée par 3 prix. En 2000, j'ai eu le prix d'excellence des professeurs. En 2004, la CSN m'a donné le prix des bâtisseurs venus d'ailleurs. Et en 2014, j'ai eu le titre de professeur émérite. Je n'ai pas dormi dans ma tour d'ivoire. J'ai été impliqué dans les mouvements associatifs de la diaspora. En 1972, j'ai créé l'association, l'Union Générale des étudiants africains à Laval. J'ai créé, avec l'aide des gens, la communauté togolaise au Canada. Nous avons invité, pendant que j'étais à Laval, Mongo Betty, Francis Bébé, Aimé Césaire, Semben Ousmane, Augustino Neto, etc. J'ai participé également au débat de société au Québec, en écrivant dans Le Devoir. Et je vais citer quelques articles. La longue marche des Noirs vers la liberté et l'égalité par rapport à l'élection de Obama. J'ai écrit aussi L'autre Afrique au-delà des mots, les populations africaines se débrouillent. J'ai écrit aussi les immigrants qu'au ça donne quand M. Parizeau a parlé des votes ethniques. Cet article a eu un écho très ressentissant. Alors, on m'a dit que c'est 5 minutes que j'ai. Je ne sais pas si j'ai dépassé ça. Mais aussi, sur le plan familial, j'ai tenu à donner à mes enfants les valeurs, les valeurs africaines. Comme mes enfants, on les baptise à l'église, on donne le nom chrétien, à la maison je fais le rituel des noms Ifè. Mes enfants vivent la même émotion en écoutant Francis Bébé qu'en écoutant Paul Pichet. Mes enfants vibrent à toutes les musiques du monde. Maintenant, j'ai vécu quelques événements historiques. J'ai été témoin de la crise d'octobre en 70. J'étais à Bourbeuf, la tempête du siècle, l'élection du Parti québécois. Et quelques anecdotes maintenant, pour terminer, que j'ai rencontrées durant mon séjour. Et c'est en allant au lac Saint-Jean, en arrivant au lac Saint-Jean, que j'ai appris que Provigo n'était pas une ville, mais une épicerie. Un jour, il y a mon oncle qui m'a demandé, Yao, est-ce qu'il y a encore les cannibales en Afrique? Je lui ai dit non, depuis qu'on les a tous bouffés. Pour terminer, il y a une étudiante à qui j'ai donné la note C, et vous savez qu'ici les étudiants peuvent revendiquer leur note. Alors elle est venue me voir pour que je change sa note, j'ai refusé, elle était fâchée, bien noire,
pour me dire que Yao, moi qui avais travaillé comme un nègre. Je lui ai dit, madame, vous avez raison. Elle me dit pourquoi? Je dis, le nègre travaille fort, mais il est mal payé. Alors, quelques expressions que j'ai apprises au lac Saint-Jean: faire chauffer la bombe, c'est la bouilloire. Appareille-toi, la tempête s'empironne, il ne s'emmute pas. En conclusion, je vais vous dire que l'immigration ou l'intégration, ça commence, à mon avis, au niveau micro. Donc, on doit permettre aux gens qui arrivent de rentrer en contact avec l'autre. C'est l'expérience que j'ai vécue. Et le défi que l'immigrant a, et c'est ce que j'appelle le paradoxe de l'immigration, ou bien de l'intégration, c'est que le Québec doit intégrer les immigrants sans se désintégrer, et les immigrants doivent assimiler pour ne pas être assimilés. Merci.